Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un avant-match, voilà, à 48 heures de cette rencontre et de ce déplacement au Parc des Princes. Il y a eu certains avant-matchs depuis le début de l'année. Pour l'instant, on est sur un zéro pointé. Voilà, aucune victoire. Alors, bon, l'idée c'est quand même que cette série prenne fin, mais je trouvais quand même qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire à l'approche de ce rendez-vous parce que bon, le PSG a aujourd'hui d'autres motivations au regard de sa saison. Et puis forcément, voilà, l'idée c'est de se mettre dans le bain avant ce déplacement vendredi soir pour le compte de la 31e journée du championnat. Et j'ai le plaisir bien d'accueillir un revenant dans l'émission. Ça faisait un petit moment, c'est Erwin. Salut Erwin, comment tu vas? Ça va très bien. Et toi, merci beaucoup pour l'invitation. J'avoue, revenant, c'est le mot parce que la dernière fois qu'on avait fait ça, c'était il y a à peu près 2 ans. Donc, je me demande pourquoi j'ai mis autant de temps avant de revenir. Donc, en vrai, mes excuses comme ça. Bon, on essaiera de faire ça un peu plus souvent les prochaines rencontres entre PSG et Nice quand même. Et il semblerait quand même que la dernière venue soit une victoire 1-0 sur un but de Andy Delors, saison Galtier. Donc c'est dire, c'est une autre époque voilà, qui fait même oublier le fait que Christophe Galtier a été à la tête de l'OGC Nice. Erwin, le PSG est champion de France, le PSG est en finale de Coupe de France, le PSG va jouer la semaine prochaine une demi-finale de Ligue des Champions. La question que je vais te poser à l'approche de ce match-là, déjà, comment est-ce que tu juges cette saison-là et comment est-ce que tu juges ce PSG version 2024-2025? Beaucoup s'accordent à dire que c'est le meilleur en fait de l'ère QSI. Le meilleur, c'est un petit peu tôt de le dire, dans le sens il faut attendre vraiment la fin de la saison et de voir qu'est-ce qui va se passer si à la fin il y a une qualification en finale et pourquoi pas une certaine Ligue des Champions remportée d'ici fin mai, début juin, si je ne me trompe pas. Moi, en fait, le truc, c'est de me dire que c'est le plus beau PSG à voir. Il faut remonter quand même à limite la saison 2015-2016 pour avoir une équipe vraiment régalante. Et je parle uniquement sur la Ligue 1, où on voyait l'équipe, par exemple, l'époque avec les Zlatan Ibrahimovic, Cavani, etc., qui marchaient littéralement sur le championnat. Donc, vraiment, de retrouver un peu ce style de PSG-là, honnêtement, en tant que supporter, ça me fait plaisir. Ce que je voudrais aussi dire aussi quand même, c'est que avec tout ce qu'on avait balancé depuis le début de la saison, notamment le fait qu'il y a un certain ancien numéro 7, pour ne pas dire son nom, parce que bon, voilà pourquoi, s'est barré du club gratuitement pour aller au Real Madrid. Au final, on disait que le PSG serait moins bon, le PSG serait moins efficace, le PSG serait moins tueur devant les buts, et peut-être que les autres équipes en Ligue 1 pourraient les concurrencer. À ce que je sache, on est toujours premier, on est champion, et il est même possible qu'on finisse la saison sur une invincibilité jamais faite dans l'histoire de la Ligue 1. Donc, franchement, si un supporter du PSG trouve que la saison est ratée, c'est un gros menteur. Pour moi, je pense que à la fin de la saison, si vraiment les objectifs sont remplis, etc., je pense qu'on pourrait vraiment s'accorder à dire que c'est probablement l'une, peut-être même la meilleure équipe de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ouais, donc justement, tu parlais de cette invincibilité-là. Il y a un record qui est tombé bon, à l'heure à laquelle et au jour auquel on enregistre ce numéro. On est donc mercredi soir. Hier soir, le PSG rencontrait donc le FC Nantes. 39 matchs sans défaite en championnat. C'est un record dans le top 5 des championnats européens. Ça bat un record de l'AC Milan, période 91, 92, 93. Là aussi, c'était peut-être important de marquer de son empreinte en fait ce championnat et puis aussi marquer l'histoire tout simplement. Le fait de, et honnêtement, c'est un record qui est très très difficile à aller chercher parce qu'on part quand même de être invincible à l'extérieur pendant 2 ans. Et ça, au fait qu'on parle de l'AC Milan et même juste avant, il y avait le Bayern Munich qui avait fait une saison peu préparée. Je crois que c'était après les années 80, j'ai vu vraiment de mémoire. Mais je dis que vraiment, c'est une preuve que le PSG a littéralement marqué le championnat. Donc, je pense qu'ils avaient besoin de ça, même si le match contre Nantes n'a pas été extraordinaire, mais on sentait que le record de l'extérieur, c'était le truc le plus important qu'ils devaient chercher. Alors justement, le match à Nantes hier soir, bon, on a vu un PSG qui était en gestion, si on peut dire ça comme ça. Comment est-ce que tu as jugé la prestation des Parisiens qui jouaient donc exceptionnellement ce match donc mardi soir
à quelques jours en fait de ce rendez-vous contre Nice vendredi. Personnellement, ça ne m'a pas surpris. En fait, déjà que c'était un match en retard, donc qu'il fallait déplacer parce qu'il y avait eu l'enchaînement des matchs, et notamment ce match contre Aston Villa. Donc, sachant que les joueurs ont littéralement la tête à Arsenal mardi prochain, sachant qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a un match justement contre le Genesis Nice vendredi, le fait qu'on soit dans un système de match en mode gestion, ça ne me choque absolument pas. Pourquoi? Parce que, un, on est déjà champion de France. Deux, on est toujours invaincu. Et de trois, c'est que les joueurs n'ont absolument pas envie de se cramer avant le gros rendez-vous. Donc, c'est vrai que en tant que supporter, par rapport au match d'hier, on pourrait se dire que c'était un petit peu suffisant, qu'ils n'en avaient pas spécialement envie. Mais d'un autre côté, je peux comprendre, et surtout quand tu vois le nombre de matchs effectués depuis le début de la saison, c'est tout à fait normal qu'ils mettent un petit peu le frein à main pour éviter une blessure ou quoi que ce soit qui leur ferait manquer ce match contre Arsenal. Et alors, à quelle équipe on doit s'attendre vendredi soir? Il est possible qu'il y ait quand même de la rotation. Comment est-ce que tu imagines le 11 de Luis Enrique, hein? Je suppose que voilà, t'es pas dans les petits papiers, hein, mais il risque d'y avoir quand même pas mal de rotation en vue de vendredi soir. Bah, je pense qu'il y aura de la rotation, mais il y aura quand même cette idée de se dire que comme vendredi, ce sera quand même contre une équipe qui veut jouer quand même sa place, notamment pour les qualifications en Coupe d'Europe, probablement Ligue des Champions, Ligue Europa, ça va dépendre du classement à la fin. Donc, je pense quand même que ce sera un match qui sera quand même, admettons, relevé. Et puis, je pense que pour les Parisiens, ce serait quand même un moyen de préparer le match direct contre Arsenal. Parce que là, tu vas affronter une équipe, comme j'ai dit, qui voudra tout faire, même si ce sera pas facile, qui voudra tout faire pour avoir les 3 points, notamment pour les places européennes. Donc, tu vas t'attendre à avoir un match où une équipe va te rentrer dedans, etc., comme Arsenal en vrai. Donc, même si ce ne sera pas le même niveau, mais au moins, ça te permettra de te préparer davantage. Donc, je pense que ce sera un match quand même assez relevé. Et dans l'optique du match contre Arsenal, je pense que soit il fera légèrement changer, mais il y aura quand même une ossature de joueurs qui seront probablement titulaires mardi, pardon, s'il n'y a pas de blessure. Mais Oui, je et puis pense que les voilà. 5 remplacements te donnent quand même cette option de faire tourner assez rapidement. Et puis bon, on est quand même sur une équipe du Paris Saint-Germain qui a de la qualité quand même, doublée, voire triplée à certains postes. Et puis aussi, quelque part, ne pas fausser le championnat. On l'a vu hier, bon, il y a cette égalisation nantaise qui va, on va dire, coûter énormément plus à Nantes qu'à Paris, finalement, ce point dans l'optique du maintien. Mais je pense que dans l'esprit de Luis Enrique, bazarder ce match vendredi soir n'est peut-être pas dans les plans compétiteurs qu'il peut être. Donc ça m'étonnerait là aussi. Un petit coup d'œil sur le match aller, Erwin, c'était un rendez-vous de septembre, peut-être de mémoire, quelque chose C'est comme ça, ça. ouais. L'OGC Nice souffrait à ce moment-là des débuts de nombreuses blessures. Le Paris Saint-Germain était encore en rodage à ce moment-là, était en difficulté en Ligue des Champions de mémoire à ce moment-là. Ouais, parce qu'on avait Euh, perdu contre Arsenal à ce moment-là, comme par hasard d'ailleurs. voilà, et puis il y a de mémoire cette grosse première mi-temps de l'OGC Nice, avec ces nombreuses situations qui n'ont pas accouché d'un but marqué, et puis cette deuxième mi-temps où non, si Abdi marque en première de mémoire, et c'est Nuno Et il Mendes marque qui en première. Je crois fin de qu'il marque première. en première de mémoire, ouais. Et cette deuxième mi-temps où là, effectivement, physiquement, le PSG était peut-être un peu plus présent. Enfin, globalement, toi, Erwin, tu gardes quoi en mémoire de ce match aller-là qui a vu un score de parité un peu partout? Moi, je vois surtout en fait une équipe, comme tu l'as dit tout à l'heure, en rodage. C'est-à-dire qu'on vraiment, on sentait que, comme en plus c'était vraiment le début de la saison, tu sentais que l'équipe avait besoin de se chercher, de se trouver un petit peu, notamment en Ligue 1, parce que on sortait quand même d'un match un peu vraiment raté contre Arsenal en vrai. Donc je pense qu'ils avaient besoin de trouver cet équilibre-là en Ligue 1 et on ne le trouvait pas. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce match un petit peu, je dirais pas hasardeux contre Nice, mais c'est vrai que ce match de mémoire, je me rappelle qu'il m'avait pas forcément plus sur le contenu en vrai. Donc même si en deuxième mi-temps ça avait été un peu mieux comme tu l'as dit, mais en première mi-temps c'est vrai on avait souffert le martyr comme jamais et qu'on concède ce but logiquement, donc c'était pas très étonnant.
Maintenant, je vois que quand tu veux comparer par rapport à aujourd'hui, on voit que c'est pas du tout pareil. Mais je pense que les Niçois devraient s'appuyer sur ça, dire que finalement, quand on va chercher cette équipe relativement haut et quand on essaie de justement de faire en sorte de bloquer les espaces au niveau de leur milieu de terrain afin qu'ils ne fassent pas de transversal, comme le cas avec Vitinha ou même avec João Neves par moment, tu te dis, bah, en fait, ça peut être en fait une chance pour les Niçois d'avoir quelque chose. Oui, justement, parce que tu l'as dit, quelque part, c'est une solution aujourd'hui pour venir à bout de ce Paris Saint-Germain-là, c'est de jouer haut, d'être dans l'intention de les agresser et de bloquer les transmissions, sachant que tu pourras pas les bloquer pendant 90 minutes, mais peut-être sur un espace-temps assez réduit. Bah, c'est ça, mais après le souci, c'est qu'est-ce qu'il faut faire attention dans ça, c'est que, et on l'a vu avec ce PSG, c'est que en fait, ils ont un côté un peu hybride, c'est-à-dire capable de jouer sur la possession, mais aussi surtout être très bon sur le côté transition. Donc, quand tu vois que la moindre perte de balle, si tu envoies justement une profondeur pour un des ailiers, que ça peut être Barcola, que ça peut être Vara ou même Dembélé, enfin, ça va dépendre de la composition qui sera là vendredi, ça peut faire très très mal. Mais on le voit aussi que la moindre perte de balle de notre côté, bah, on va tous se retrouver en mode derrière, on va essayer de défendre et on va avoir du mal. Donc tu te dis qu'en vrai, cette équipe du PSG en transition, elle est très très bonne, mais quand elle prend une transition inverse aussi, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, on l'a vu contre Nantes, et c'est peut-être ça, c'était aussi un défaut, c'est que quand tu vois le but nantais, il y a, je crois, c'est Ablin ou je ne sais plus quoi, qui fait une touche et qui fait quasiment 35 mètres jusqu'à notre surface pour servir le joueur nantais pour qu'il marque. Il n'y a personne qui le presse. Et ça, en général, c'est un des problèmes qu'ont les joueurs parisiens. La semaine dernière, même contre Aston Villa, quand McGinn met son but de loin, bon, certes, sa balle, elle a légèrement contré, mais ça rentre quand même. Il n'y a personne qui le pressait. Et on voit que justement, que par moment, le porteur du ballon adverse, bah, les Parisiens ne font pas forcément le repli défensif nécessaire. Et des fois, ils le laissent littéralement garder le ballon et faire ce qu'il veut à la fin. Et du coup, bah, malheureusement, ça nous peine et ça nous permet et ça fait en sorte que qu'on concède des occasions et on en concède de plus en plus ces derniers temps. Ce qui fait que autant il y a des fois ce n'est pas tu te dis bon, c'est pas si dramatique que ça dans le sens si l'adversaire ne marque pas, mais le jour où l'adversaire sera efficace, tu risques de l'avoir mal. Ouais, effectivement, donc la série en cours, tu l'as dit, hein, même s'il y a quelques largesses, on va dire, défensives, expliqué sans doute par le fait que en championnat, du moins, le Paris Saint-Germain soit déjà champion. C'est quand même 4 victoires et un nul sur les 5 derniers matchs. L'OGC Nice est à 2 défaites, 2 nuls et une victoire récemment acquise contre le SCO d'Angers. Tu as parlé de l'approche que doit, on va dire, avoir l'OGC Nice, mais si tu devais juger en fait les autres points faibles du Paris Saint-Germain, tu citerais quoi exactement, Erwin? Bah déjà, le premier, c'est clairement les coups de pied arrêtés, que ça, surtout les coups de pied arrêtés défensifs, parce qu'on voit qu'on a du mal à défendre notamment, et je pense que pour une équipe comme vous, quand vous avez un joueur de tête, notamment comme Dante, ça peut être terrible, notamment que ça soit sur les coups francs, même sur les corners, parce qu'on a vraiment du mal à défendre sur ça. Que aussi, je trouve que même si ça peut être bien dans le sens où on réagit vite, mais je trouve que cette équipe du PSG est trop dans la réaction. Elle attend toujours être dans un mode on marque, on mène, on laisse l'adversaire jouer, on est un peu en gestion, éviter de faire le surplus d'efforts. Et dès que l'adversaire marque, ah bah tiens, on commence à se réveiller, on attend les dernières secondes, etc. pour essayer de revenir dans le match. Parce que là, je veux dire encore, contre Nantes, quand on prend le but à la 83e de mémoire, il y a à peu près 5 ou 6 minutes après, ah bah tiens, le PSG se réveille pour se dire, ah bah peut-être qu'on doit chercher les 3 points, pourquoi pas. Contre le Havre, justement, on mène, je crois, 2-0. On se prend un but juste après. Et là, on se dit, ah, peut-être qu'on devrait se réveiller ou quoi que ce soit. Donc, le problème, c'est qu'on fait trop ça. Et je trouve que le jour où on va vraiment affronter une équipe sérieuse qui va nous le faire payer, on va commencer à avoir nos yeux pour pleurer, quoi. Donc,
Donc c'est ça, c'est un autre point faible que j'ai noté de la part de ces Parisiens. Et puis surtout, bon, moi je suis désolé, mais le fait qu'on soit toujours pas capable de jouer contre une équipe qui joue bloc bas, je commence à me poser sincèrement des questions. Parce que quand tu regardes vraiment, depuis le début de la saison, d'ailleurs, je crois qu'on fait, ouais, quand on fait match nul aussi contre vous, enfin, c'était pas trop le cas. La plupart des équipes qui ont joué bloc bas contre nous, on a toujours fait match nul contre eux. Que ça soit contre Nantes 2 fois, Reims 2 fois. Contre vous, je sais, moi, vous avez quand même ouvert le score, mais vous n'avez pas joué plus bas que ça. Donc, le fait que ça soit quand même encore un problème aujourd'hui, ça complique un peu la tâche pour nous quand même. Dans l'approche tactique, tu as parlé d'un PSG hybride justement qui peut aussi s'adapter en fait en fonction du contexte. Ça c'est nouveau en fait de cette année quelque part cette approche un peu qui peut être différente parce qu'on voit aussi des profils de joueurs qui peuvent aussi s'adapter à différents styles de jeu. Hein. Barcola, Dembélé aussi qui marche un peu sur l'eau depuis le début de la saison. Comment est-ce que tu juges un peu cette approche tactique là sur cette version du Paris Saint-Germain? Je pense que ça a été fait depuis la saison dernière, dans le sens où, au début, on se disait toujours que enfin, surtout avec Luis Enrique, qui voulait clairement que ce soit la position de balle et qui ne voulait même pas entendre parler de transition. Mais ce qui était quand même marrant, c'est que la plupart des buts qu'on mettait, et notamment cette année, c'est plus sur des transitions, c'est plus sur le fait que l'adversaire peut perdre le ballon dans un endroit bien précis et que derrière, qu'il y a un contre bien placé de la part des Parisiens, une profondeur lancée, que ce soit pour Gvara, pour Barcola ou même Dembélé, et qu'à la fin, on finit par devenir tueur. Donc ça, c'est vrai que c'est plus ce côté-là, vraiment ce côté hybride. C'est que là, on est plus sur de la possession réellement stérile, un peu comme Enrique le faisait par moment avec le FC Barcelone. Là, on est vraiment sur du possession, certes, mais si tu peux être tueur en transition, c'est ce qu'il faut, notamment dans des matchs comme celui qu'on pourrait avoir vendredi. Et est-ce que finalement, c'est pas le point fort, quelque part, de cette équipe, de pouvoir varier un peu les deux et d'avoir cette gestion un peu du tempo? Parce qu'on sait que quand tu as cette gestion du tempo-là et du rythme d'un match, tu peux aussi eh bien, être plus fort, quelque part, en plus d'avoir le ballon. Ah bah c'est ça, c'est clairement le point fort. Et ensuite, c'est surtout que il y a ça comme point fort, mais aussi, moi, je trouve que même s'il y avait, je parlais de la coordination défensive, notamment dans le pressing sur le porteur du ballon, qui pouvait être un peu laxiste, comme on l'a vu lors des derniers matchs, mais tu vois quand même qu'il y a aussi ce côté pressing où, en mode arracheur, vraiment présent devant le porteur du ballon en face, et je va dire que, gros, que je couvre toute la ligne pour être sûr que sur une perte de balle complètement anodine, j'en profite pour être le plus tueur devant le but. Et c'est ce qu'a cherche à faire le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Et on voit que, bon, c'est vrai, certes, que depuis décembre jusqu'à, on va dire, fin mars, début avril, c'était vraiment notre leitmotiv. Et c'est pour ça qu'on a eu cette série, notamment de victoires. Je crois qu'on était à 10 victoires en championnat, un truc comme ça. Donc, c'est pas très étonnant. Maintenant, on voit qu'il y a un peu plus de largesse parce que l'équipe est un peu plus en mode repos, vu que le championnat a été plié, etc. etc. Mais c'est vrai que si on doit retenir vraiment les gros points forts de l'équipe, on va dire c'est le côté transition où vraiment l'équipe peut être tueur à n'importe quel moment. Faire attention surtout sur les côtés, parce qu'on voit que Barcola ou Dembélé, même Vara, quand ils sont vraiment dans un bon jour, ça peut faire très très mal à n'importe quel latéral en face. Et donc, je pense que pour les défenseurs niçois, c'est là qu'il faudrait vraiment qu'ils fassent attention. C'est vraiment le côté sur les ailiers. Et c'est là que peut-être que vous pouvez faire quelque chose derrière. Ouais, j'ai eu un flash là, Gvara contre Jonathan Klaus. Je sais pas si, si ça va être quelque chose de très positif. Écoute, Après, si c'est le Gvara qu'on a sur les 2 derniers matchs, parce qu'il ne faut pas oublier que Gvara a quand même beaucoup joué, et surtout qu'avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain, il sortait d'une période où il n'avait pas joué pendant à peu près un mois. À mon avis, je pense que Jonathan Klaus, ça sera un peu compliqué pour lui, mais ça ne sera clairement pas impossible non plus, hein. justement, dans les joueurs clés, alors on parle beaucoup de Dembélé qui pourrait même être en lice pour le Ballon d'Or cette année. Toi, pour le coup, c'est qui le joueur clé, le joueur, moi j'en ai un en tête que j'adore, hein, Vitinha. Mais pour toi, on va dire l'atout numéro un de cette équipe-là, le poumon, tu dirais que c'est qui?
Bah, c'est vrai que c'est quand même Vitinha, mais je mettrais quand même aussi une pièce sur João Neves, parce qu'on voit clairement aussi, parce que honnêtement, un joueur qui, on va pas se mentir, est aussi jeune que lui et qui t'arrive direct, il s'est imposé littéralement comme titulaire, et surtout qu'en plus, on l'a fait quasiment jouer non seulement au milieu, mais même en tant que latéral droit ou latéral gauche pour dépanner quand il y avait soit Hakimi ou Nuno Mendes qui n'était pas présent, tu te dis quand même, c'est très très fort. Donc, et tu vois que ça soit, il a un coffre énorme, notamment pour récupérer les ballons. Quand tu vois que c'est quelqu'un qui il va pas hésiter à te rentrer dedans, même s'il n'est pas forcément le mec le plus rugueux sur le terrain ou le plus costaud, mais c'est quelqu'un qui va te presser jusqu'à la moelle. Donc, tu te dis, mais en fait, tu as l'impression que tu peux même pas te détacher de lui. Donc, pour moi, c'est vraiment voire l'un des premiers points forts de cette équipe. Et alors, on parlait un peu de l'éventualité de voir Jonathan Klaus rencontrer Gvara ou voir Barcola. Pour toi, les match-up intéressants, ça va être quoi sur ce match-là? Bon, dans l'optique où Nice va probablement jouer avec son équipe type à l'heure actuelle. On avait vu au match aller notamment Barcola contre Bombito, qui avait été un duel assez animé tout le long de la rencontre. Est-ce que tu as en tête, on va dire, un duel qui pourrait valoir son pesant d'or sur le match? Bah, moi, j'aimerais bien voir Evan Engesson contre probablement Marquinhos. Ah oui, c'est vrai qu'il avait fait beaucoup de mal. Ouais, C'était à Pacho, il me semble, hein, il était dans ouais, la zone de c'était Pacho, hein. Pacho. Ouais, c'était genre entre soit Marquinhos ou ouais, éventuellement Pacho, parce que quand tu vois la saison qu'il fait justement avec vous, je me dis que c'est le genre de joueur qu'il a besoin de rencontrer ses défenseurs bien rugueux, bien physiques, et pouvoir en fait qu'est-ce qu'il est capable de faire contre eux. Parce que on va pas se mentir, hein, quand tu vois le niveau actuel, notamment de Pacho, qui est en train de vraiment de progresser, ou même de Marquinhos, qui est quand même à un certain niveau, même si par moment il peut être un peu critiquable, bah, le fait d'affronter ce genre d'attaquant-là, bah, pour un mec comme Evan Ingesson, c'est plus que motivant. C'est-à-dire qu'il est là, il veut montrer qu'il va en imposer justement contre eux. Donc, je pense que ça va être un duel qui va être très, très physique et on va voir ce que ça peut donner. En espérant effectivement qu'il troque son habit de lumière vendredi soir, puisque ça fait quand même quelques semaines que Evan Guessant a perdu un peu de sa lumière, hein, et de son niveau. Malheureusement, il tire un peu la langue, je pense. En cette fin de saison, c'est dommage parce qu'il avait fait notamment beaucoup de mal à l'arrière-garde parisienne lors du match aller. Ok, eh bien écoute Erwin, je pense qu'on a fait globalement le tour. Le système tactique, on est sur un 4-3-3 plutôt classique, hein, depuis maintenant quelques mois. Est-ce que tu vois quand même quelque chose à rajouter sur cette rencontre avant qu'on donne chacun notre pronostic? Non, pas spécialement. Je pense que de toute façon, je vais te dire, en fait, ce qui est marrant avec Luis Enrique, c'est que autant on sait à peu près la formation qu'il va y avoir, mais on ne sait pas spécialement les joueurs qui vont être alignés parce que quand on voit toujours les compos probables, on se dit, bon, allez, à 2-3 heures du match, on a peut-être une idée pour voir quels sont les joueurs qui seront titulaires. Et comme par hasard, le jour du match, ah bah finalement, les joueurs qu'on avait prévus bah, ne Hmm. seront pas. Donc, Donc en vrai, je pourrais pas me mettre à la place du coach pour dire qui c'est que je pourrais aligner, notamment vendredi, parce que bon, il y a éventuellement de possibilités. Et surtout, je pense qu'il faut voir en fonction du système que tu veux adapter et surtout dans quelle configuration tu voudras jouer, notamment dans ce match-là. Donc, mais si je dois mettre peut-être une pièce, je pense que ce serait notamment pour Barcola, parce qu'il n'avait pas joué le match contre Nantes, parce qu'il avait été entré en deuxième mi-temps. Pareil contre Le Havre aussi, etc. Donc, en vrai, je pense qu'à part Barcola, qui serait probablement titulaire et qui a besoin d'avoir du rythme, notamment pour le match contre Arsenal, parce qu'il sera probablement titulaire, je ne vois pas d'autres initiatives en fait, Un petit mot quand même, parce qu'on n'en a pas trop parlé, c'est un peu le joueur frisson du moment, Désiré Doué. Première année au Paris Saint-Germain, sélection en équipe de France. Il est déjà, on va dire, au rendez-vous dans les grandes rencontres. Comment est-ce que tu juges un peu son intégration dans sa première année au PSG? Le problème, c'est que s'il est comme ça pour sa première année, ce sera comment la deuxième année, quoi. Donc, je me suis dit, en fait, au début, ce qu'on peut appeler, c'est une adaptation en douceur. Parce que je me rappelle que les premiers mois, il n'était pas souvent titulaire. Il rentrait souvent en fin de match. On se disait peut-être qu'il va aller en voir plus. Certains même pensaient que le prix déjà acheté était un petit peu décevant. Je disais, mais il faut se calmer. Le mec, il a à peine 19 ans de mémoire, donc faut doser un petit peu.
Et tu vas voir que quand il va avoir ce premier match où ce sera débloqué, notamment, je pense que c'était en Ligue des Champions contre Salzbourg, il marque son premier but. C'est là qu'ensuite ça commence à enchaîner, là, il commence à avoir de plus en plus de minutes. On arrive à un niveau où je crois que c'est parmi les ailiers. Je ne suis peut-être même pas étonné que ce soit lui qui ait le plus de minutes après Dembélé et peut-être même devant Barcola. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'il soit titulaire. Et en plus, c'est un peu l'attraction du moment, pour peut-être Golden Boy au passage. Donc, Mhm. ça, c'est vraiment le frisson et peut-être probablement le meilleur espoir de Ligue 1 à la fin de la saison quand il y aura les trophées UNFP. Ouais, on verra bien. Erwin, là, je vais te demander de te mouiller un peu. Là, t'as un peu botté en touche là, pour les choix de Luis Enrique, je t'en veux pas. Euh, mais du coup, le résultat du match, parce que bon, Nice, on en a pas trop parlé, mais on a potentiellement un Dante qui va être de nouveau forfait après son absence contre Angers. Bombito était absent également contre Angers, mais bon, c'est une fracture du poignet, donc il est possible qu'il soit de la partie contre le Paris Saint-Germain. Une arrière-garde qui risque d'être un peu chamboulée. Bon, le système, je pense qu'on a compris qu'on assistera bien, à un 3-4-3. Reste effectivement l'animation offensive avec probablement eh bien, la réintroduction d'un Evan Guessant. Voilà, là aussi, on n'a pas trop de certitude, on va dire, dans la composition de Francaise. Peut-être aussi un double pivot Hichem Boudaoui, Pablo Rosario, qui a fait quand même de bonnes choses contre le SCO. On verra bien. Erwin, je t'en prie, vas-y, lance-toi. Vendredi, 23h15, fin du match. Quel score? Sachant que je suis extrêmement très mauvais en prono, pour être honnête, et je pense qu'en général, ça va vraiment pas se réaliser. Je vois bien une victoire de Busan du Paris Saint-Germain, dans le sens où je pense que ça va se passer comme d'habitude, à savoir, je pense qu'on serait capable de mener 2-0 et on va se relâcher. Vous allez marquer un but juste après derrière, vous mettre après en confiance, mais on va peut-être montrer qu'on sera un peu solide. Donc, je vois bien une victoire de Busan pour le PSG. J'ai l'impression, je ne sais pas si tu te rappelles l'année dernière, que on vous avait affronté un peu dans la même période. À domicile, cette fois-ci, on avait perdu 2 buts à Non, 1. non, la semaine dernière, vous avez gagné au Parc. Oui, mais au retour. Au Au retour. En retour, ah fin, oui, en fin de saison, et il y avait beaucoup d'attentes autour de ce match-là qui aurait pu nous faire basculer, on va dire, dans des places européennes un peu plus prestigieuses. Franchement, je pense qu'il y a peut-être la place d'aller chercher, après un gros match, un match nul. Voilà. J'aimerais bien quand même qu'on fasse tomber le Paris Saint-Germain sur cette saison. Ce serait quand même pas mal. Maintenant, sur nos prestations du moment, je nous vois quand même difficilement rivaliser, qui plus est sur 95 minutes. Mais allez, le point, le point du cœur, le point, on va dire, de l'espoir. Allez, un petit match nul arraché, 2-2 ou un but partout, qui nous permet, on va dire, parce que c'est un match bonus en fait, hein, il nous reste 12 points éventuels à aller chercher. Si tu prends un point contre le Paris Saint-Germain, c'est un point que les autres ne sont pas allés chercher. Donc, après, tu croyais quoi? Parce que je rappelle que juste avant, après vous, on a le match contre Arsenal. Donc, en vrai, hmm, est-ce que les Parisiens ne seront pas déjà focalisés sur Arsenal? Donc, tu te dis qu'en vrai, on aimerait tout, bien, hein. voilà. On verra bien. Donc, allez, match nul pour moi. Puis, Erwin, tu nous portes quand même chance, hein, puisque je crois que Nice n'a pas perdu une seule fois à chaque fois que tu es venu, si je dis pas de bêtises. Eh ben, figure-toi que j'ai revu, mais je crois qu'en fait, si j'ai une victoire contre vous, c'était bah, la saison, il y a 2 ans, quand vous avez joué au parc et qu'on avait gagné 2 buts à 1. Je crois que c'est la seule victoire que j'ai vue de la part du PSG contre Nice. C'est tout. Ah, c'est peut-être effectivement le Favre Acte 2. Ouais, avec le but Euh, de Christophe Galtier, ouais. Effectivement, effectivement. Écoute, Erwin, un grand merci à toi en tout cas pour ta Bah, merci participation à à toi, hein. ce numéro. J'espère que vous avez, vous, chers auditeurs, eh bien, maintenant les éléments de contexte pour eh bien, appréhender au mieux cette rencontre qui eh bien, est beaucoup plus importante naturellement pour Nice que pour le Paris Saint-Germain. Et puis, nous, on se retrouve eh bien, dès ce week-end pour débriefer cette rencontre. Erwin, encore merci. Très bonne fin de saison au Paris Saint-Germain, que ce soit eh bien, dans les 3 compétitions dans lesquelles vous êtes encore en lice. Ça doit être super sympa de connaître des parcours chouettes
en Coupe d'Europe. Hein. C'est vrai que voilà, nous voilà. Mais on va peut-être pas en parler. Très bonne fin de journée à toi, Erwin. Et puis nous, on se Bah, retrouve merci à très toi bientôt. aussi. Bah, aussi, bon courage à vous de la fin de saison niçoise parce que bon, on sait qu'il y a des gros concurrents, notamment pour les places européennes. On espère quand même que ça se terminera plutôt bien pour vous, que ce soit en Ligue Europa, en Ligue des Champions éventuellement. Comme dirait un grand homme en Ligue 1, en tout cas, on vous le souhaite. Merci à toi, Erwin. À la prochaine. La Baïta et Sanissa. Ciao, ciao. Ciao.